Voyageuses, voyageurs, bonsoir et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Et pour ce périple ce soir, cette nuit, ce matin, je ne sais point, je suis en charge de vous lire un Personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Alors, qui est Luigi Pirandello ? Eh bien, c'est un nouvelliste, romancier, dramaturge qui a reçu quand même le prix Nobel de littérature en 1934 et qui était très prolifique. Il a quand même fait 4 recueils de poèmes, 7 romans, plus de 200 nouvelles, 2 volumes d'essais et une quarantaine de pièces de théâtre. Alors, dans Personne et 100 000, dans ce roman, on peut apercevoir tout le fondement de la pensée de Pirandello, qui est une conception un peu vitaliste de la réalité. Toute réalité et vie, selon lui, un perpétuel mouvement vital, comme un éternel devenir, une transformation sans fin d'un état à un autre. Et dans Personne et 100 000, précisément, il s'agit en fait de l'évanouissement de l'ego individuel. Le protagoniste, en fait, va sur un petit détail physique se demander l'identité et l'image qu'il a et se rendre compte qu'en fait, l'image qu'il renvoie n'est pas celle qu'il a de lui-même. Ça peut nous questionner sur nos quêtes d'identité. D'ailleurs, il avait écrit 6 personnages en quête d'auteur. Voilà, c'est le questionnement en fait, de notre auteur, cette nuit, ce soir. Voilà, l'identité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'image, après tout ? N'est-ce pas ? Eh bien, c'est parti pour la lecture de Personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Ma femme est mon nez. « Que fais-tu là ?» me demanda ma femme en me voyant m'attarder de façon inusitée devant la glace. « Rien, répondis-je, j'examine mon nez, le fond de cette narine. Quand j'appuie dessus, j'éprouve une légère douleur. » Ma femme sourit et me dit « Je croyais que tu regardais de quel côté tu l'avais de travers. » Je me retournai comme un chien à qui on aurait marché sur la queue. J'ai le nez de travers, moi, et ma femme, placidement. « Mais oui, chérie, regarde bien, il est tordu. » Une légère déviation à droite. J'avais 28 ans et jusqu'alors, j'avais considéré mon nez, sinon comme un modèle de beauté, du moins comme fort présentable, ainsi d'ailleurs que tout le reste de ma personne. Il m'avait donc été facile d'éprouver et d'étaler cette fatuité commune à tous ceux qui n'ont pas eu le malheur de recevoir en partage un corps difforme, bien qu'il soit d'un sot de tir et vanité de son physique. Aussi, la découverte brusque et inattendue de ce petit défaut m'irrita-t-elle comme un châtiment immérité. Peut-être ma femme mesura-t-elle mieux que moi la profondeur de mon dépit, car elle s'empressa d'ajouter que si par hasard je me flattais d'être parfait en tout point, il me fallait en rabattre, parce que si mon nez était de travers, il y avait aussi, quoi encore ? Quoi ? Mais par exemple, mes sourcils qui se relevaient en accent circonflexe, mes oreilles qui étaient trop mal attachées, l'une d'elles trop décollée, et bien d'autres imperfections. D'autres encore ? Mais oui, encore, le petit doigt de la main, les jambes, pas précisément torse, non, mais la droite un peu plus arquée que l'autre, vers le genou. Très peu, hein. Un examen attentif me força à reconnaître la réalité de ces imperfections. Alors seulement, ma femme, prenant pour du chagrin et de l'humiliation la surprise qui succéda à mon dépit, m'exhorta, en guise de consolation, à ne pas m'affliger outre mesure, puisque malgré tout, je demeurais bel homme. Comment ne pas s'irriter en se voyant accorder à titre de concession généreuse un droit qui vient de nous être contesté ? J'ébauchai un merci fielleux et, convaincu de n'avoir aucun motif de tristesse ni d'humiliation, je n'attachais pas d'importance à ces légères imperfections. Mais par contre, j'en accordais une très grande au fait d'avoir vécu tant d'années avec ce même nez, ces mêmes sourcils, ces mêmes oreilles, ces mêmes mains et ces mêmes jambes-là, et d'avoir dû attendre de prendre femme pour me rendre compte de mes défauts. Singulier étonnement, direz-vous. Les femmes, nul ne l'ignore, sont toutes exprès créées et mises au monde pour découvrir les défauts de leur mari. En effet, les femmes, je ne les conteste pas, mais moi aussi, il faut bien l'avouer, j'avais déjà, dès cette époque, une tendance marquée à me perdre. Pour un mot qu'on me disait, pour une mouche que je voyais voler, dans des abîmes de méditation et de pensée qui me foraient et me bouleversaient l'esprit en tous sens, par un travail analogue à celui de la taupe dans sa taupinière, sans que rien en parût à l'extérieur. On voit, m'objectez-vous, que vous aviez beaucoup de temps à perdre. Eh bien non. Il n'a pas été perdu étant donné mon état d'âme. Au surplus, je ne nie pas mon oisiveté. J'étais riche,
2 amis fidèles, Sébastien Cantorzo et Stefano Firbo, géraient mes affaires depuis la mort de mon père, lequel n'avait jamais réussi, par la douceur ni par la violence, à me faire mener à bien rien de ce que j'avais entrepris, sauf de me marier très jeune encore, peut-être avec l'espoir qu'au moins il me naîtrait un fils qui ne me ressemblerait pas tout à fait. Pauvre homme, je ne lui avais même pas donné cette satisfaction-là. Ce n'est pas, notons-le bien, que j'ai jamais refusé de suivre les voies vers lesquelles me poussait mon père. Je m'engageais dans toutes. Mais quant à y cheminer, je n'y cheminais point. Je m'arrêtais à chaque pas et me mettais d'abord de loin, puis en resserrant toujours mes cercles, à faire le tour du moindre caillou que je rencontrais, et je m'étonnais fort que les autres puissent me dépasser sans accorder aucune attention à la petite pierre qui, entre-temps, avait pris à mes yeux les proportions d'une montagne infranchissable, voire d'un monde dans lequel j'aurais pu m'installer tout à mon aise. J'étais donc demeuré immobile sur bien des routes, arrêté dès le premier pas, l'esprit occupé de monde ou de cailloux, ce qui revient au même. Mais il ne me semblait nullement que ceux qui m'avaient dépassé et qui avaient parcouru tout le chemin en sussent au fond plus long que moi. Certes, ils m'avaient distancé en piaffant comme de jeunes chevaux, mais au bout de la route, ils avaient rencontré une charrette. Leur charrette. Ils s'y étaient laissés docilement atteler et à présent ils la traînaient derrière eux. Moi, je ne traînais aucune charrette. Aussi, n'avais-je ni bride ni œillère. J'y voyais certainement plus qu'eux, mais je ne savais où aller. Retournant à la découverte de mes menus défauts physiques, je réfléchis à ce que je ne connaissais même pas mon propre corps. Tout ceci qui était ma propriété, mon nez, mes oreilles, mes mains, mes jambes, et je me remis à les regarder pour procéder à un nouvel examen. Ce fut le point de départ de tout le mal, ce mal qui devait bientôt me réduire à un état physique et mental si misérable et désespéré que j'en serais certes mort ou devenu fou si je n'avais puisé en lui-même, comme on le verra par la suite, le remède destiné à m'en guérir. Chapitre 2. Et votre nez. Depuis que ma femme en avait fait la découverte, je me figurais que tout le monde s'apercevait de mes imperfections et ne remarquait plus que cela. « Tu regardes mon nez ?» demandai-je brusquement ce même jour à un ami qui m'avait abordé pour me parler de je ne sais quelle affaire qui peut-être lui tenait à cœur. « Non, pourquoi ?» Et moi, avec un sourire nerveux, il penche à droite, hein, tu trouves pas ? Je le forçai à se livrer à une inspection minutieuse et attentive, comme si ce défaut de mon nez constituait un désordre irréparable dans l'ordonnance de l'univers. L'ami me dévisagea, légèrement abasourdi, puis, attribuant sans doute cette discrétion sur mon nez au peu d'intérêt que me présentait l'affaire dont il m'entretenait, il haussa les épaules et fit mine de me quitter. Je le saisis par le bras et... « Non, tu sais, lui dis, je suis tout disposée à traiter cette affaire avec toi, mais en ce moment, il faut que tu m'excuses. Tu penses à ton nez ? Je ne m'étais jamais avisée qu'il était de travers et ma femme me l'a fait remarquer ce matin. « Ah, vraiment ?» me demanda mon ami, et ses yeux riaient à la fois incrédules et railleurs. Je le regardais comme tantôt j'avais regardé ma femme, avec un mélange de découragement humilié, d'irritation et de stupeur. Donc lui aussi s'en était aperçu depuis quelque temps. Et qui sait, combien d'autres avec lui. Et moi, dans mon ignorance, je me croyais aux yeux de tous un moscarda au nez droit, alors que j'étais au contraire un moscarda au nez guingois. Que de fois, ne me doutant de rien, avais-je dû critiquer le nez de Pierre ou de Paul par conséquemment, susciter le rire à mes dépens et fait penser « Mais vous voyez un peu ce pauvre garçon qui parle des défauts du nez d'autrui ». J'aurais pu, il est vrai, me consoler en réfléchissant qu'après tout, mon cas n'avait rien d'exceptionnel, et qu'il illustrait une fois de plus ce lieu commun. À savoir que nous remarquons facilement les imperfections des autres sans nous douter des nôtres. Mais déjà, mon mal commençait à germer et à prendre racine dans mon esprit, et cette réflexion ne me consola point. Au contraire, la pensée que je n'étais pas pour autrui, telle que je me l'étais figurée jusqu'alors, me devint une vraie obsession. Pour le moment, je ne me préoccupais que de mon être physique.
Et comme mon ami continuait à se tenir devant moi avec son air d'incrédulité ironique, je lui demandai par manière de représailles s'il se savait au menton une fossette qui le lui divisait en 2 parties inégales, l'une plus accentuée que l'autre. « Moi, allons donc, s'exclama-t-il, j'ai une fossette, je le sais, mais pas comme tu l'as décrit. » « Entrons là, chez ce coiffeur, et tu verras, lui proposai-je. Chez le coiffeur, mon ami constata avec stupeur l'existence de ce défaut. Mais il ne voulut pas en marquer de contrariété et me dit qu'à trop prendre, il ne s'agissait que d'une vétille. Et oui, sans doute, une vétille. Et pourtant, en le suivant des yeux, je le vis s'arrêter une première fois à la vitrine d'une boutique, puis une seconde fois, plus loin devant une autre, et puis plus loin encore, et plus longuement, devant la glace d'un magasin, toujours pour observer son menton. Rentré chez lui, il aura certainement couru à son armoire pour refaire connaissance plus à loisir dans une autre glace encore, avec le nouveau lui-même affligé du défaut que je lui avais signalé. Et je ne doute pas le moins du monde que, pour se venger à son tour, ou pour continuer une plaisanterie qui lui semblait mériter d'être propagée dans le pays, après avoir demandé à un ami, de même que moi à lui, s'il avait jamais remarqué la symétrie de son menton, il aura découvert quelque disgrâce physique, soit au front, soit à la bouche de cet ami, lequel, de son côté... mais oui, je pourrais jurer que plusieurs jours de suite dans la noble cité de Riccieri, j'ai vu, si ce ne fut pas là un simple jeu de mon imagination, nombre de mes concitoyens passer d'une devanture de magasin à l'autre, s'arrêtant devant chacune pour étudier sur son visage qui une pommette, qui le coin d'un œil, qui le lobe d'une oreille ou l'aile d'un nez. Et même, une semaine plus tard, un tel m'aborda, l'air troublé, pour me demander s'il était vrai qu'en parlant, certains tics lui contractaient la paupière de l'œil gauche. « Oui, mon cher, lui dis-je avec empressement. Et moi, vois-tu, mon nez penche à droite, et je le sais, hein, inutile de me le dire, et mes sourcils en accent circonflexe. Et mes oreilles, tiens, regarde, l'une est plus saillante que l'autre. Et ici, mes mains, plates, hein, et la jointure déformée de ce petit doigt. Et les jambes, celle-ci, là, tu trouves qu'elle est pareille que l'autre? Mais, je le sais, tu ne m'apprendras donc rien. Bonsoir. Et je le plantai là, et je m'en fus. Après quelques pas, je m'entendis rappeler. Psst. Tranquillement du doigt, il me faisait signe de me rapprocher. Il me demanda, « Pardon, ta mère a-t-elle eu d'autres fils après toi ?»« Non, ni avant ni après, lui répondis-je, fils unique. Pourquoi ? Parce que, me dit-il, si ta mère avait eu un autre enfant, elle aurait certainement mis au monde un garçon. Tiens, qu'en sais-tu ? Voilà, les femmes du peuple prétendent que lorsqu'un nouveau-né a sur la nuque comme toi une houppe de cheveux en forme de petite queue, cela indique que le prochain enfant sera un mâle. » Je portai la main à ma nuque et demandai froidement en ricanant, « Ah, j'ai une... comment dis-tu » Et lui, « Ah, Riccieri, mon cher, on appelle cette épi une petite queue. »« Ah, mais ce n'est rien, m'exclamai-je, je peux me la faire couper. » Il fit un geste de dénégation, puis il dit, « Tu en conserverais toujours la marque, mon ami, même si tu la faisais raser. » Et cette fois, ce fut lui qui me planta là. Chapitre 3, belle manière d'être seul. À partir de ce jour, je désirais ardemment être seule, fût-ce 1 heure. À la vérité, plus qu'un désir, c'était un besoin aigu, pressant, frénétique, que la présence ou le voisinage de ma femme exaspérait jusqu'à la fureur. « Tu as entendu, Jean-G, ce que disait hier Micheline ? Quantarzo demande à te parler pour une affaire urgente. Regarde, Jean-G, si cette robe découvre mes jambes. La pendule est arrêtée, Jeanne-G. Jeanne-G, et la petite chienne, tu ne la promènes plus? Et puis après, elle salira le tapis et tu la gronderas. Mais tu devrais bien, pauvre petite bête. Tu ne prétends pas que... Elle n'est pas sortie depuis hier. Ne crains-tu pas, Jeanne-G, qu'Anna Rosa soit souffrante? Voilà 3 jours qu'on ne l'a pas vue. Et la dernière fois, elle avait mal à la gorge. Monsieur Firbeau est venu, Jeanne-G. Il dit qu'il reviendra plus tard. Tu ne pourrais pas le rencontrer au dehors? Mon Dieu, quel fâcheux! Ou bien je l'entendais chanter. Si tu me dis non, mon amour, ce sera fini pour toujours, toujours. Pourquoi ne vous enfermiez-vous pas dans votre chambre en vous bouchant les oreilles?
Cette question prouve que vous n'entendez rien à l'idée que je me fais de la solitude. Il me restait bien la ressource de me réfugier dans mon bureau, mais même là, je n'osais tirer le verrou pour ne pas éveiller de tristes soupçons chez ma femme, qui était, je ne dirais pas d'humeur chagrine, mais extrêmement méfiante. Et si, ouvrant la porte à l'improviste, elle m'avait surpris? Non. D'ailleurs, c'eût été peine perdue. Il n'y avait pas de glace dans mon bureau. Il me fallait une glace. D'autre part, la seule pensée que ma femme était à la maison m'empêchait de m'évader de moi-même comme je l'aurais souhaité. Pour vous, que signifie être seul? Demeurer en compagnie de vous-même sans une présence étrangère? Belle solitude en vérité, car alors, dans votre mémoire, s'ouvre une petite fenêtre à laquelle apparaît souriante, entre un pot d'œillet et un pot de jasmin, cette titille de jadis qui tricotait une écharpe de laine rouge, pareille à celle que porte au cou l'insupportable vieux monsieur Giacomino, à qui vous avez oublié, ah mon Dieu, de donner un mot de recommandation pour le président de la société de bienfaisance. Un bien bon ami, mais tellement ennuyeux lui aussi, surtout quand il se met à rabâcher les facéties de son secrétaire particulier qui hier... Au fait, non, quand donc? Ah, avant-hier, alors qu'il pleuvait et que la place ressemblait à un lac, avec le scintillement des gouttes d'eau et les joyeuses éclaboussures de soleil. Et sur le corso, Dieu, quel chaos! Le bassin, le kiosque à journaux, le tramway qui changeait de voie en grinçant implacablement au tournant, un chien qui s'enfuyait, bref, vous avez échoué dans une salle de billard et vous êtes tombé précisément sur le secrétaire du président de la société de bienfaisance en personne. Ah, ces sourires qui remontaient les moustaches poivre et sel chaque fois que vous ratiez le coup, dans vos savants carambolages contre l'ami Charles surnommé Pleine Lune. Et après, qu'est-il arrivé après, en sortant de la salle de billard? Ah ouais. Sous un réverbère falot, dans la rue humide et déserte, un pauvre ivrogne mélancolique s'essayait à fredonner une bien vieille romance napolitaine. Celle-là même que voici bien des années, vous entendiez chanter presque tous les soirs dans ce village de montagne, blotti sous les châtaigniers, où vous étiez allé rejoindre cette chère Mimi, qui, par la suite, épousa le vieux commandeur Della Venera et mourut un an plus tard. Chère Mimi, la voici à une autre lucarne qui s'ouvre dans votre mémoire. Ah oui, belle manière d'être seule en vérité. Chapitre 4, comment je voulais être seule. Je voulais être seule d'une façon absolument neuve et inusitée, tout opposée à celle que vous imaginez, c'est-à-dire sans moi, et pour mieux préciser, en compagnie d'un étranger. Vous y voyez un premier symptôme de folie? Sans doute parce que vous ne réfléchissez pas assez. Peut-être la folie couvait-elle déjà en moi. Je ne le conteste pas, mais je vous prie de croire que l'unique manière d'être seule est celle dont je vous parle. La solitude n'est jamais avec vous. Elle existe toujours sans vous et n'est possible qu'en présence d'un étranger. Peu importe le lieu ou la personne, pourvu qu'il vous ignore totalement, que vous les ignorez totalement, afin que votre volonté et vos sentiments demeurent en suspens, se dissolvent dans une incertitude anxieuse et que votre personnalité, cessant de s'affirmer, vous perdiez la conscience de vous-même. Il n'est de solitude véritable que dans un lieu animé d'une vie propre, où aucun chemin ne s'ouvre devant vous, où aucune voix ne résonne et où par conséquent, l'étranger, c'est vous. Voilà comment j'entendais être seule. Sans moi. Je veux dire sans ce moi que je connaissais déjà ou que je croyais connaître. Seule avec certains étrangers que je sentais obscurément ne plus pouvoir quitter et qui étaient moi-même, l'étranger inséparable de moi. En ce temps-là, je n'en connaissais qu'un seul. Et déjà cet un, ou plutôt le besoin que j'éprouvais de demeurer seule avec lui, de le mettre en face de moi pour bien le connaître, et pour m'entretenir un peu avec lui, suscitait en moi un trouble profond, fait d'horreur et d'épouvante. Si je n'étais pas pour autrui celui que j'avais cru jusqu'ici être pour moi, qui donc étais-je? Au cours de ma vie, je n'avais jamais pensé à la courbe de mon nez, à la fente grande ou petite, ou à la couleur de mes yeux, à l'étroitesse ou à la largeur de mon front, et ainsi de suite. C'était mon nez, c'était mes yeux, mon front,
des choses inséparables de moi et auxquelles adonner à mes affaires, absorbées par mes idées, livrées à mes sentiments. Je n'avais pas eu le plaisir de songer. Mais à présent, je pensais. Et les autres? Les autres ne sont pas en moi. Pour eux qui regardent du dehors, mes idées et mes sentiments sont pourvus d'un nez, mon nez, et ils ont une paire d'yeux que je ne vois pas et qu'ils voient. Quel rapport existe-t-il entre mes idées et mon nez? Pour moi, je ne pense pas avec le nez, je ne prends pas garde à mon nez quand je pense. Mais les autres, qui ne peuvent voir mes idées en moi et qui du dehors voient mon nez. Pour les autres, la relation entre mes idées et mon nez est si intime que si celle-là, par exemple, était sérieuse, mais que celui-ci fût de forme comique, ils éclateraient de rire. Poursuivant mon raisonnement, je butais contre une nouvelle difficulté. C'est que je ne pouvais pas, en vivant, me représenter dans l'accomplissement des actes de ma propre vie, me voir comme me voyaient les autres, me placer en face de mon propre corps et le regarder vivre comme celui d'un étranger. Quand je me mettais devant une glace, il se produisait en moi comme un arrêt. Toute spontanéité s'abolissait, chacun de mes gestes me semblait factice ou emprunté. C'est le moment pour moi d'une courte pause. Je vous invite à ne pas bouger. Je continue la lecture de 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello dans 2 petites secondes. À tout de suite. Ciao, ciao, ciao. Merci de votre soutien.